Voilà, bonsoir. Je vais d'abord excuser Christiana Mazzoni qui devait présenter Denis Bocquet à ma place. Et donc, elle est retenue par un workshop quelque part en France, je ne sais plus où, dont elle n'a pu revenir, je ne sais pas, pour des questions de 11 novembre férié, il y a eu des transferts. Bon, elle a, malgré toute son envie d'être là, elle n'arrivera à Strasbourg que ce soir à 8h. Donc je prends sa place pour présenter en 2 mots Denis Bocquet, dont, à vrai dire, je le laisserai présenter son parcours qu'il connaît mieux que moi. Je voulais simplement dire 2 choses. La première, c'est que on a essayé de faire, je pense que c'est la première fois à l'école, une conférence, ce qu'on appelle une conférence inaugurale. C'est-à-dire qu'on accueille le nouveau venu qui arrive à l'école en lui demandant de se présenter et ça permet à tout un chacun d'écouter ce qu'il sait faire de mieux. Donc c'est ce qu'on va faire ce soir. Et la deuxième chose, c'est que donc, comme vous le savez, Denis Bocquet est arrivé cette année. Il est arrivé en remplacement de Michael Darine à la suite d'un concours, auquel il s'est présenté, qui est un concours de recrutement des enseignants pour l'ensemble de la France. Et donc, il y avait plusieurs postes de professeurs qui étaient mis à concours. Très exactement, en histoire, il y avait 3 postes. Et Denis Bocquet était le seul qui n'avait postulé que pour Strasbourg. C'est vous dire son intention de venir dans cette école. Donc, je le remercie et je lui passe la parole. Merci. Merci Anne-Marie. Merci Philippe aussi de l'idée de cette conférence inaugurale. Alors je me suis dit qu'après une longue journée de cours, après des choses ennuyeuses, rébarbatives, voilà. L'idée, c'était pas de refaire un cours, d'essayer de rajouter une couche, d'imposer ça à mes étudiants qui déjà m'ont écouté ce matin, mes collègues qui me font l'honneur d'assister ce soir à cette petite conférence. J'ai pas voulu non plus faire quelque chose qui tourne forcément autour de moi. La seule chose à laquelle je tenais, et c'est ce que j'ai évoqué dans le petit texte qui a accompagné l'invitation à cette conférence, c'était d'en faire une sorte d'hommage à mes professeurs, c'est-à-dire l'année où moi-même j'ai cette chance de devenir professeur. Il me semblait important de rendre hommage à ceux qui m'ont appris ce métier, et donc c'est ce que je voulais faire. En revanche, sur le contenu, ce que je vais présenter maintenant, c'est pas une recherche qui serait un résumé des épisodes précédents, c'est pas le produit fini d'une de ces recherches, c'est ni un résumé de ma thèse, ni de ma thèse d'habilitation, ni d'un article que j'aurais fait, c'est au contraire le premier pas d'un projet de livre qui sera, j'espère, d'ici quelques mois, années, mon premier livre signé ENSAS. Et j'ai décidé de l'appeler, je pense que le titre restera « La vraie vie des fausses villes ». En même temps, l'idée, c'est aussi d'évoquer certaines des choses de mon parcours dans cette sorte de prospective. Et vraie vie des fausses villes, à part le jeu sur les mots, à part voilà, ce petit clin d'œil un peu léger, c'est aussi de me situer dans un certain nombre de débats théoriques sur la ville, avec les mots-clés d'authenticité, postmoderne, pastiche, factice, et puis au fond, à réfléchir sur ce que sont les valeurs de l'urbanité. Et je pense que c'est là un des mots-clés de ma recherche, qui a sans doute été aussi celui qui m'a animé dans les phases précédentes de mon travail, où derrière une lecture des interactions entre la sphère de la technique et de la technologie urbaine et des processus de décision, c'est au fond cette sphère civique de l'urbanité telle qu'elle façonne les villes qui m'intéressait. Et donc ce que je vais présenter ce soir, c'est une série de lieux, de moments qui constituent les futurs chapitres de ce petit livre. Ils sont le fruit non pas forcément d'une exploration systématique, il n'y a aucune prétention à aucune sorte d'exhaustivité.
la typologie est loin d'être complète. En même temps, c'est des rencontres, des lieux qui me semblent avoir une certaine pertinence à chaque fois dans le rapport avec un questionnement dans la profession et avec aussi une manière d'interpréter la ville. Et la posture que j'ai choisie, c'est celle du contre-pied par rapport à un certain nombre de jugements sur la ville ou d'idées conçues ou préconçues sur la ville. Et à chaque fois, ce que j'essaye de faire, c'est de trouver ce type de situation du décalage. Et c'est aussi tenter, avec ce décalage, de sortir, pour l'interprétation de ce que disent les villes, d'une sorte de croyance en un lien mécanique entre la forme construite et la société qui la produit ou qui l'utilise. Et c'est ce que j'ai essayé de faire dans des phases précédentes de ma recherche. Par exemple, au sujet du quartier des Prati di Castello à Rome, où on lit toujours que c'est le quartier de l'Italie anti-Vatican, construit contre le Vatican, parce que le nom des rues n'est pas chrétien, ce sont que des noms païens qui évoquent l'Empire romain, et on se dit, voilà, c'est là le symbole de cette Italie qui va contre le Vatican au moment de son unité. Et ce que je voulais faire, c'était déconstruire un peu cette croyance en la sémiotique urbaine, et essayer de voir que peut-être les choses sont plus compliquées. Qui a investi dans ces immeubles? Quels sont les architectes qui ont travaillé? Les sociétés immobilières? Et là, le tableau se complexifiait. Qui était à la mairie dans les moments décisifs pour accorder les permis? Et voilà, c'était une démarche que j'ai suivie dans les études que j'ai faites sur Rome. J'avais aussi tenté de le faire dans une étude sur le Panthéon à Paris, où là, c'était la pleine saison des lieux de mémoire, et je voulais me départir de cette puissante croyance en la force du symbole, pour essayer de voir dans les interstices les moments où parfois le monument peut dire l'inverse de ce qu'il y a écrit dessus, où la forme architecturale peut avoir une signification plus nuancée que ce qu'affiche son style. Et là, c'est un petit peu ce type d'interstice que j'ai recherché dans ces quêtes urbaines, dans différents lieux. Alors ça commence d'une manière très pragmatique, sans ambition de poser d'abord une posture théorique, et puis en même temps derrière, il y a malgré tout l'ambition d'essayer de mettre un petit grain de sel dans ces débats théoriques. Et c'est surtout de remettre au centre des études urbaines ce que j'appelle les valeurs de l'urbanité, une urbanité que je définis en tant que l'interaction et la rencontre entre un lieu et un investissement civique. Ce sur quoi je voudrais inviter, c'est aussi la capacité des usagers et des habitants à donner vie à ce lieu. Donc une réflexion sur le lien entre forme de la ville et société urbaine. Et ces moments où surgit quelque chose, c'est ça qui m'intéresse. Et ce petit voyage commence à Rome, une ville dans laquelle j'ai commencé en tant qu'assistant archéologue de mon professeur d'histoire ancienne, Yvon Thébert, et c'était le tout début des années 1990. Je le suivais sur les chantiers du Palatin, et je profitais de ces moments l'après-midi, après les fouilles archéologiques, pour explorer la ville. J'ai continué pendant 10-15 ans, j'ai fait ma thèse sur cette ville, sur l'histoire contemporaine, l'histoire de l'urbanisme au XIXe siècle. Et puis, j'ai vécu dans cette ville, j'y ai ensuite fait des études plus sur l'urbanisme contemporain, les débats sur la gouvernance de la métropole. Et c'est dans un de ces espaces de la métropole romaine que j'ai eu l'idée de ce futur, j'espère, petit livre. C'est au Warner Village, qui est, à mon sens, un des grands lieux aujourd'hui d'une certaine urbanité paradoxale romaine. Et là, il y a un déclic, c'est
le deuxième jour où j'y vais. Parce que le premier jour où vous fréquentez un lieu en Italie, vous êtes, c'est naturel, inconnu. Mais quand vous revenez, et c'est là la magie de l'anthropologie, de l'urbanité à l'italienne, vous êtes identifié, si vous avez déjà parlé avec les gens, on vous reconnaît. Et à ma grande surprise, dans ce lieu, la deuxième fois où j'y suis allé, on m'a reconnu, on m'a posé mon café de la manière dont je l'avais commandé la première fois, avec un geste de connivence. Et je me suis dit, là, il se passe quelque chose. Je suis au Warner Village, mais je suis quand même à Rome. Et c'est à partir de ce petit déclic que je me suis dit que je voulais explorer cette dimension. Alors, qu'est-ce que le Warner Village ? C'est à mon sens le résultat d'un des grands tournants de l'urbanisme à la romaine. Vous savez que la planification urbaine en Italie, pendant de longues décennies, a vécu dans une forte dichotomie entre le planifié et l'illégal, entre guillemets. Alors bien sûr, on a raffiné cette dichotomie. On se rend compte aujourd'hui que l'illégal était tout à fait planifié, c'est-à-dire qu'il y avait des géomètres professionnels, des architectes professionnels, des consultants qui dessinaient sur un plan le quartier illégal, qu'il y avait un investisseur, une banque, des loyers, une facture d'électricité. Et que donc, cette dichotomie entre le légal et l'illégal, qui représentait dans certains endroits jusqu'à 60% de la forme bâtie dans certains quartiers de Rome, avait une existence sociale, une épaisseur sociale. En même temps, dans les études sur la ville, jusqu'au tournant des années 2000, on était dans la négation totale de cette dimension. Peut-être parce qu'il y avait une double pression sur la reconnaissance du réel, une pression institutionnelle. Si vous reconnaissez en tant que municipalité ce qui est illégal, vous avez le devoir constitutionnel d'y apporter des services. Et donc il n'y avait aucune urgence institutionnelle à reconnaître l'existence de l'illégal. Et puis il y avait une sorte de réticence idéologique des architectes marxistes qui dominaient les débats urbains à reconnaître cet illégal, parce qu'en fait c'était l'échec de la ville qu'ils planifiaient lorsqu'ils arrivaient au pouvoir. Lorsque la municipalité était de gauche, elle faisait un plan régulateur destiné à contenir le poids de la rente foncière, à contenir l'expansion spéculative. Évidemment, déjà, ça a commencé à fuir et il y avait des choses qui se construisaient autour. Et puis, lorsqu'ils perdaient les élections suivantes, le plan régulateur d'inspiration marxiste était mis sous le tapis, sans être annulé, et on urbanisait, soit par dérogation, soit en fermant les yeux sur cette planification. Et le tournant dans l'urbanisme romain, c'est au moment, en gros, du changement de siècle, où une nouvelle municipalité de gauche, alliant à la fois des anciens communistes, des chrétiens de gauche, s'est dit « nous allons changer l'outil planificateur et traiter avec les spéculateurs ». Et c'est devenu un urbanisme de négociation. Et j'ai suivi, dans les bureaux d'urbanisme de la mairie, à Rome et à Naples, ce tournant, qui est à la fois un tournant institutionnel, professionnel, idéologique, de l'urbanisme romain. Et le Warner Village, de l'anecdote de mon café, est aussi le résultat de cette négociation avec les investisseurs pour lotir la campagne autour de Rome. Et les lieux essentiels de ce processus de croissance urbaine, c'est l'agro romano, la campagne romaine, notamment autour de l'autoroute qui mène à l'aéroport de Fiumicino et autour de l'autoroute périphérique qui s'appelle le Grande Raccordo Anulare. Et là, on entre dans une nouvelle dimension de l'histoire de la ville, avec ces grands projets, centres commerciaux, centres sportifs, hôtels de chaîne internationale, multiplex de cinéma, qui poussent un petit peu partout autour de cette autoroute. Ma première lecture a été celle
de l'histoire de la planification autour du renoncement à ce qui était la condition idéologique de cette nouvelle municipalité pour la collusion avec les investisseurs, c'était de dire toute nouvelle autorisation de construire devra se faire à proximité d'une gare de notre nouveau réseau de chemin de fer. C'est ce qu'on appelait la cura del ferro, c'est-à-dire renforcer l'infrastructure et lier la planification de l'infrastructure à la planification de la construction. Là encore, un tournant important culturel dans ce qu'est l'objet planification urbaine en Italie. Et le Warner Village est le symbole du renoncement à cela. Il y a un parking de 7000 places et il n'y a aucune station de train, métro ou quoi que ce soit, et même de bus, à moins d'une demi-heure à pied. Donc, ma première lecture, c'était celle-là. Et c'est comme ça que j'y suis allé la première fois. J'ai marché depuis la première station du Cura del Ferro, et je suis revenu et j'ai écrit un petit article pour dire « imposture », puisque personne ne va faire ce que j'ai fait là, c'est beaucoup trop loin, les gens, pour aller au cinéma, prendront la voiture. Mon autre lecture, ça a été le contexte de la mise en place des zones à trafic limité, les ZTL. Et là, depuis le milieu des années 90, dans la plupart des villes italiennes, il y a une interdiction de rentrer au centre-ville avec les voitures privées pour les gens qui n'habitent pas dans ce centre-ville. Et là, j'ai commencé à infléchir ma lecture de ce Warner Village, parce que je me suis dit, oui, mais ces gens des classes populaires de la banlieue de Rome, ils n'ont plus le droit d'aller au centre-ville en voiture. Alors, ma première réaction, ça a été d'analyser l'explosion de l'usage de la Vespa. Et là aussi, j'ai fait un petit article sur la Giunta Rutelli, c'est-à-dire la municipalité de ce maire, comme municipalité Vespa, en fait, et aussi avec une idée de ségrégation sociale et spatiale derrière cette préservation du centre-ville par la ZTL. Et puis après, ces gens, je suis allé les voir dans ce Warner Village pour essayer de comprendre ce qui se passait à cet endroit. J'ai aussi rencontré l'architecte de ce complexe pour essayer de comprendre le tournant dans la profession, puisque ce Giovanni Rebecchini, quelqu'un proche de Paolo Portoghesi, peut-être que vous connaissez plus ce nom, architecte, membre de cette élite de l'aristocratie culturelle, on pourrait dire, à la romaine. Quel est ce tournant commercial dans son architecture, ce tournant, se mettre à travailler pour des sociétés immobilières qui font des projets comme ça. Et donc j'ai eu aussi cette lecture. Et puis s'est imposée une autre lecture, une fois sur place, qui est celle de l'urbanité. Donc voilà cet objet, le Warner Village, le parking, des sortes de hangars, et peut-être voyez-vous au milieu, avec cette sorte d'étoile, une place à l'italienne. Et c'est là que la magie de l'urbanité se passe, dans cet objet urbain que notre culture nous inciterait à juger de manière extrêmement négative, nous inciterait à voir comme une sorte d'excroissance post-moderne de l'urbanisme commercial, en plus dans la ville des villes, à Rome. Et c'est sur ce type de place, qui est là, on est dans le pastiche, on est dans le, pardon de la mauvaise qualité de cette photo, on est dans le pastiche total, dans le factice, et pourtant, le soir, sur cette place, il y a une vraie vie populaire. Et c'est de là, de cette vraie vie populaire, qu'est née mon envie d'essayer d'analyser ce type de lieu. Mais que se passe-t-il pour que cette place fausse, moche, spéculative, construite par une société immobilière qui achète une licence d'une compagnie de cinéma pour faire un bowling et un multiplex, comment se fait-il que là, les amis se retrouvent, que la magie de l'urbanité à l'italienne prenne? Et donc j'ai commencé
à fréquenter ce type de lieu, à parler avec les gens. Et là, je me suis rendu compte de l'impact en termes de ségrégation sociale et spatiale des zones à trafic limité. Tous ces gens-là ne viennent pas au cinéma en Vespa. La soirée avec sa petite amie ou son groupe d'amis, c'est en voiture et on y va. On va dans un endroit où on peut aller en voiture, où le parking est gratuit. La pizza est bonne, le café est bon et les éléments d'espace public basiques sont là pour que cette anthropologie du demi-rendez-vous à l'italienne fonctionne. Le mezz'appuntamento. C'est-à-dire, c'est le rendez-vous qui ne vous lie pas. On se voit dans un endroit, mais si j'y vais pas, je suis pas en tort. Et sur ce type de lieu, ça marche. Et tout à coup, j'ai eu presque une tendresse pour ces lieux que j'ai tenté d'analyser. Ensuite, à partir de ces explorations sur le Warner Village, j'ai tenté de voir comment ça se passait dans d'autres lieux et où cette urbanité paradoxale pouvait surgir. Alors j'ai d'abord pensé à des lieux que je ne connais pas assez pour théoriser. Il y a bien sûr ces faux quartiers européens dans des villes chinoises, comme Shanghai. Il y a au fond aussi une ville vers laquelle je voudrais revenir, mais avec toutes les billes de ma construction typologique pour être sûr de ce que je veux dire, c'est Las Vegas, puisque c'est la ville de la théorisation sur ce type de lieu. Et donc je voudrais revenir au bout de mon discours sur Las Vegas, mais au fond, je n'étais pas prêt à le commencer là-bas. Voilà, il y a Disneyland aussi. Moi qui travaillais à Marne-la-Vallée, j'essayais de trouver à Disneyland où j'allais explorer de temps en temps ce type de logique, notamment dans les lotissements d'accession à la propriété autour de Disneyland. Vous savez, ces lieux lotis par une société immobilière proche de Disney, ou même dans laquelle Disney est l'actionnaire majoritaire. Comment cela heurte totalement notre idée non seulement de ce que doit être la ville, mais même le processus de fabrication de la ville et le rapport des habitants à la ville. Et là, je cherchais les traces de « et pourtant c'est une ville qui vit », etc. Et je n'ai pas encore tout à fait trouvé l'entrée. Et cette entrée, elle m'est aussi venue en Tunisie, dans la médina de Yasmine Hammamet, qui est une station balnéaire créée à peu près ex nihilo dans les années 90, qui est là aussi le résultat d'une sorte de planification d'État totalement anachronique, de sociétés immobilières proches du régime. On est dans la collusion, on est dans la corruption, on est dans le tout faux, on est en plus dans l'échec, parce que ça n'a jamais marché. Et donc, voilà, moi, lorsque j'allais à Hammamet, j'avais une tendresse bien plus grande pour la vraie Médina que pour la fausse Médina qui a été construite dans ce complexe hôtelier. Et puis, au bout de quelques temps, je me suis aperçu que, ben non, tout faux. La fausse Médina est bien plus vivante que la vraie. Et j'essayais de comprendre comment. Parce que, franchement, ça fait 4 km de long, des hôtels, le taux de remplissage est avoué à 24%, il est sans doute plus proche de 15%, surtout depuis les troubles politiques, donc un échec même financier, immobilier, en termes de travail total. Et au milieu de ce faux quartier raté en plus, qui a eu la malchance d'une chronologie aussi tout à fait défavorable à l'essor du tourisme, mais en même temps qui est le produit d'une saison d'urbanisme du régime et puis de spéculation de cette élite du régime dans le lotissement du littoral. Pourtant, autour de Carthageland, là encore, déjà Disneyland ça fait rigoler,
mais Carthage-Land, c'est terrible. Et autour de Carthage-Land se passe quelque chose qui relève de l'urbanité. Alors voici une vue aérienne de cette fausse Médina, qui est là aussi, on est entre le hangar, le supermarché, le factice néo-pittoresque, et puis le Disneyland, justement. Et à l'intérieur de cette fausse Médina, le miracle d'une survivance du commerce, alors que dans la vraie, le commerce meurt au bout de 20 mètres, alors que la vie populaire a pratiquement disparu, et que même la gentrification ne s'est pas passée, et donc on a une Médina à moitié en ruine, parce que certaines Médinas du monde arabe ont été entre guillemets sauvées par la gentrification, notamment au Maroc. C'est tout à fait contestable d'un point de vue d'équité sociale, c'est déplorable sur le fonctionnement de cette société urbaine. En même temps, ça fait tenir les maisons debout. À Hammamet, ça n'a pas vraiment marché, notamment parce que en Tunisie, depuis l'indépendance et depuis l'expropriation des étrangers, les étrangers n'ont pas le droit d'acheter. Et donc, la gentrification telle qu'elle a eu lieu au Maroc a été considérablement ralentie. Vous savez qu'un personnage français de la famille d'un ancien président de la République qui avait voulu acheter en Tunisie sous le régime de Ben Ali, avait dû prendre la citoyenneté tunisienne pour avoir fictivement ou pour avoir le droit d'acheter. Donc là, dans cette fausse Médina dont on voit ici la porte, se passe une sorte d'urbanité commercialo-touristique du repli. On est dans la connivence du faux. Je sais que c'est faux, tu sais que c'est faux, mais je t'achète et tu me vends. Et puis avec la faillite du tourisme, on est même au-delà de ça, puisque s'est passé une sorte de rédemption populaire de ce lieu par la faillite du tourisme. Au lieu d'être la Médina fausse faite pour les clients des hôtels, clients qu'il n'y a pas, est arrivée par une stratégie commerciale, par aussi une sensation d'entre-soi, de sécurité, d'hors des lieux habituels du contrôle social ou de la vie de quartier, d'une sorte d'extraterritorialité du faux. C'est passé la matérialisation d'une nouvelle sorte d'urbanité. Et à chaque fois que je visite de nouveau ce lieu, j'en constate aussi bien à Carthage-Land que dans la fausse Médina de Yasmine Hammamet, comment une nouvelle vie populaire tunisienne a pris. Et notamment une vie aussi qui implique non pas seulement une sorte de bourgeoisie culturelle qu'on dirait ici occidentalisée, mais aussi une vie populaire, conservatrice, islamiste, que vous rencontrez sur les manèges de Carthage-Land, que vous rencontrez dans les échoppes de la fausse Médina, un endroit qu'on avait conçu pour des touristes qui ne sont pas là, et où il y a quelque chose qui a pris. Et donc là aussi, on est entre l'anthropologie des lieux urbains, les logiques de remarketing urbain aussi, et puis ce rapport entre le factice et le réellement social, ou le réellement utilisé socialement. Et donc vous avez des anniversaires dans cette fausse Médina, vous avez des couples qui vont se promener et qui sont beaucoup plus libres que dans leur quartier, y compris des couples de milieux conservateurs. Il y a aussi une réappropriation de ces lieux avec un changement des codes, un changement des postures du corps dans la ville, un changement de la manière de s'habiller. Et tout cela m'a paru relever et notamment cette réinterprétation comme lieu de promenade du soir pendant le Ramadan, de ce lieu déserté par les touristes,
m'a paru un endroit intéressant à étudier. Et du coup, car à l'époque je travaillais à Dresde, je rentrais de ces séjours à Rome, à Tunis ou ailleurs, et je me disais, ouais, mais Dresde, là, comment ça marche dans mon essai de typologie? Qu'est-ce que cette ville pour laquelle je développe une tendresse de plus en plus grande, dans laquelle je travaille, sur laquelle j'écris à l'époque une thèse d'habilitation en histoire de l'urbanisme, voilà les différentes phases de la reconstruction. C'est tout faux, c'est tout reconstruit. En même temps, personne n'habite presque dans ce centre. Ne viennent le visiter que des quarts de pépémémé ouest-allemands qui ne comprennent rien au processus de reconstruction. Et donc, elle est où ma vraie vie, là, dans ma fausse ville? Et j'ai mis du temps à trouver le lien. Donc, la reconstruction de Dresde, vous savez que c'est un des exemples les plus parlants de table rase, puisque la ville était détruite, au moins en son centre, à 90% en 1945, après les bombardements de février. À cela, il faut ajouter la destruction des ruines jusqu'en 1953, et ça, c'est un processus extrêmement traumatique aussi, détruire la ruine, et c'est aussi un choix urbain, idéologique fort. Et c'est une reconstruction qui alterne différentes phases au sein, d'abord, la fin de la période stalinienne, avec l'invention d'un style national allemand communiste, puis les mots d'ordre d'industrialisation de l'architecture, plus ou moins arrivés de Moscou, par Berlin, en passant par Berlin-Est, la digestion locale dresdoise de ces mots d'ordre, et puis l'invention d'une nouvelle architecture est-allemande à la fin de la période. Et là, j'ai tenté de suivre par des entretiens avec des architectes, des urbanistes, des employés municipaux ayant travaillé à cette époque, de suivre quel était l'investissement civique. Parce qu'on avait, et j'en voulais toujours aux Allemands de l'Ouest d'avoir une lecture très sévère de ce processus, des Allemands de l'Ouest qui étaient arrivés en 1990, qui avaient pris tous les postes, et qui pensaient expliquer aux Allemands de l'Est comment reconstruire leur ville, sauf que ça faisait 45 ans qu'ils la reconstruisaient, avec un mépris total de ces Allemands de l'Ouest arrivés en 90 pour le travail de leurs confrères, au nom de la collusion avec un régime dictatorial, une collusion parfois coupable, mais parfois pas si coupable que ça, et surtout avec une négation totale de la sphère civique qu'il y avait dans cette ville. Et le jour où j'ai eu le déclic, c'est lors d'un repas avec le directeur du musée de Dresde, Harald Marx, qui me racontait comment, jeune historien de l'art, à peine embauché au musée de Dresde, il avait assisté à la fin des années 50 au retour dans sa ville des œuvres confisquées par les Russes en 1945. Les Russes conquièrent l'Allemagne nazie, ils emmènent les chefs-d'œuvre du musée à Moscou. Et au nom de l'amitié germano-allemande communiste dans les années 50, un train revient de Moscou avec ses œuvres. Au moment de la propagande, c'est de la mise en scène. Mais ce monsieur, qui avait alors 75 ou 80 ans, ou non, 75 ans, puisque je pense que c'était l'âge limite, il partait en retraite, avait les larmes aux yeux quand il me racontait ce moment. Et là, je me suis dit, voilà, ça a beau... D'ailleurs, c'était un des seuls personnages qui n'avait pas perdu son poste en 90. Et donc, vu la chasse aux sorcières qu'il y avait eu, j'étais sûr qu'il n'était pas complice. Parce qu'il ne serait jamais resté directeur du musée. Et donc, j'étais sûr qu'il y avait eu une enquête des services secrets sur sa collusion avec le régime. Et pourtant, il me racontait le moment de la propagande des propagandes avec les larmes aux yeux. Et je me suis dit, là, il y a une lecture civique de la reconstruction, même en contexte dictatorial à faire. Et c'est comme ça que j'ai peu à peu casé Dresde dans cette typologie, la fausse ville, mais sur laquelle, même en contexte
adverse, en contexte de contrôle social, de tutelle politique très forte, même là, il y a un investissement civique très fort. Et j'ai essayé de retracer les différents moments de cet investissement civique. Alors un moment, là aussi, propagande des propagandes, la pose de la première pierre de l'Altmarkt, 1953, toute fin de la période stalinienne, la manifestation du régime, on pose la première pierre. Mais là, en parlant avec des gens qui étaient là, qui avaient vécu la mort de leurs proches dans le bombardement, cette manifestation de propagande, elle avait aussi une dimension sentimentale. Et ils souffraient beaucoup de ne la lire au travers des yeux des Ouest-Allemands que d'une manière négative, dénonçant la propagande du régime. À gauche, le dessin du projet de l'architecte Rascher pour ce Altmarkt dans les années 50. Donc voilà comment j'en venais à chaque phase de la reconstruction de Dresde à analyser ce rapport de communion civique dans la reconstruction au travers de différentes phases idéologiques. J'avais une autre clé de lecture qui était aussi celle de la digestion locale des directives idéologiques. Un ordre arrive de Moscou, oui, mais il y a tout un processus de digestion qui fait que la forme de la ville n'est pas la résultante d'une translation géométrique de cet ordre sur l'espace urbain, même si c'est la table rase. Et là, j'analysais comment il y avait une transformation par la conscience civique locale de ces, entre guillemets, ordres de Moscou. Notamment, pour le moment, de l'industrialisation de l'architecture. Comment ces architectes locaux de Dresde ont fait pression sur le parti en disant « Ok, on utilise vos plaques préfabriquées, fabriquées en usine, on ne les change pas. Mais avec ça, on fait des immeubles à taille humaine, on utilise vos modules pour évoquer la forme ancienne de la ville, et ils ont obtenu de faire ça. » Aussi, une négociation locale autour du patrimoine, notamment l'opposition des chrétiens démocrates. Voilà, sous la dictature communiste, les chrétiens démocrates, proches de l'Église évangélique, étaient à la fois tolérés comme parti fantoche, un peu intouchables parce qu'on ne pouvait pas attaquer frontalement l'Église évangélique, mais marginalisés. Mais la manière de les marginaliser à Dresde, ça a été de leur créer une institution de sauvegarde du patrimoine. Et donc, c'était aussi une institutionnalisation de cette conscience civique locale qui se reconnaissait dans une vision plus traditionnelle, plus évangélique de l'image de la ville. Et j'ai tenté de lire la reconstruction de cette ville au travers de ce prisme. Et j'en arrivais à la phase de la reconstruction d'après la chute du mur, où là encore le jugement dans le milieu des architectes, des urbanistes, est extrêmement sévère. On est dans du post-postmoderne ou du néo-néo-baroque, on est dans du pastiche total. L'inspiration, c'est ce tableau de Canaletto, qui est au musée de Dresde. Vous savez que Canaletto a fait une bonne partie de sa carrière à la cour de Saxe, à Dresde. Et donc, on a de lui, à un moment d'apogée de la ville baroque, un certain nombre de ces vedute. Et ça constitue un petit peu l'horizon d'attente esthétique de la reconstruction d'après la chute du mur. Et là, j'ai mis à la fois une photo que j'ai faite de l'envers du décor, où on a là la reconstruction comme une sorte au milieu de théâtre. Et puis j'ai mis aussi cette sorte de trompe-l'œil qui est la bâche qui cache un chantier, où le trompe-l'œil à la fin est aussi vrai que ce qui est fait, tellement c'est faux. Et puis on peut tourner comme ça dans tous les sens. En même temps, là encore, ça n'empêche pas que les gens y croient et qu'il y ait un réel investissement civique. Donc voilà cette reconstruction, où ce qui compte, c'est pas du tout de faire à l'identique, c'est de faire dans la perspective
de l'image de la ville baroque de Canaletto. Et donc les immeubles ne sont pas du tout au même endroit, ils sont juste agencés pour faire une sorte d'écrin autour de la Frauenkirche reconstruite. Et là encore, on dit, les Allemands de l'Est ne l'ont pas reconstruit parce que c'était des païens communistes qui détestaient les églises. Alors voilà, ils en ont reconstruit d'autres. Certaines, ils les ont détruites alors qu'elles étaient qu'en ruine à moitié, certes. Mais celle-là, ils ne l'ont pas reconstruite parce qu'elle était en ruine au milieu de la place et qu'elle constituait un mausolée du bombardement. Donc voilà, c'était de la propagande. Mais en même temps, dans une ville où 28 000 personnes sont mortes dans le bombardement, il y avait une vraie puissance émotionnelle autour de ce mausolée, les ruines de l'église. Et on ne peut pas dire que le régime communiste avait totalement nié cette dimension. Et il avait sanctuarisé la ruine. Et il existait aussi des projets de reconstruction, non, je vais à l'envers là, de reconstruction de cette église à l'identique sous le régime communiste. Il y a notamment eu, au milieu des années 80, un concours d'architecture qui a été gagné par une équipe bulgare qui a proposé ce plan totalement postmoderne de reconstruction de la Frauenkirche à l'identique, avec aussi ce jeu sur la perspective de l'écrin autour, une dimension totalement, un tournant esthétique communiste est-allemand, totalement ignoré bien sûr, de ces ouest-allemands qui pensent avoir commencé à reconstruire la ville en 1990 en prenant les rênes de collègues qu'ils venaient d'évincer au service d'architecture de la mairie et d'urbanisme. Donc, voilà, j'ai tenté de suivre l'investissement civique dans un tournant pour cette ville et voir comment ces gens investissaient une foi dans ce qui fait l'épaisseur mémorielle et émotionnelle de leur centre-ville, même dans des contextes idéologiques très forts, et même dans le contexte où c'est un endroit où presque personne n'habite, puisqu'il y a l'essentiel de l'habitat était dans du logement collectif autour de la ville patrimonialisée, entre guillemets, reconstruite. Autre tournant esthétique, c'est cet hôtel postmoderne de l'époque communiste. Donc voilà comment je situais Dresde, et là un des moments de grande communion civique autour de la reconstruction de la Frauenkirche. Voilà, c'est du faux. Un historien de l'art a comparé l'intérieur de cette église au château de la Belle au Bois dormant à Marne-la-Vallée. C'est de l'ultra-baroque, parce qu'en fait c'est du baroque neuf, mais en même temps, voilà, c'est tout faux. Vous y allez, c'est vrai, on est à Marne-la-Vallée, Disneyland. Mais la communion civique autour de ce lieu était totale. Et c'était un grand moment d'émotion, de même que en 1953, cet acte de propagande du régime était aussi un moment d'émotion. Alors il y avait un point plus compliqué à Dresde qui était la reconstruction, ou la construction d'un pont sur l'Elbe. Puisque Dresde a été classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, et vous voyez la photo de milieu, en tant que faisant partie du paysage de valeur mondiale de la vallée de l'Elbe. Et la ville n'était qu'une sorte de zone annexe dans le classement de l'UNESCO pour son rapport harmonieux à la nature. Or, la ville a été déclassée, et c'est le premier exemple de ville déclassée, parce qu'elle a fait construire un pont au milieu de ce paysage classé par l'UNESCO. Et donc là, il y a toute une parabole, et la dimension civique, là, était plus compliquée. Parce que les habitants ont, par référendum, approuvé le plan, approuvé le pont. Et donc approuvé la perte de la reconnaissance patrimoniale, internationale, sur leur ville. Et là, j'ai parlé avec des gens dans les deux camps, avec les architectes bobos, avec lesquels j'avais une sorte de connivence naturelle,
qui venaient me voir au bureau, on allait boire un café, on était contre le pont. Et puis en même temps, avec ces gens de milieux plus populaires qui disaient « mais pourquoi on devrait être punis, nous qui faisons que mettre à niveau les équipements de notre ville ?» Et là, autour du patrimoine, est-ce que ce pont était la vraie vie, finalement, d'une fausse ville patrimonialisée de manière totalement coquille vide? Et ça me permettait de raffiner un petit peu la typologie. Autre terrain de recherche que j'ai pas mal fréquenté ces dernières années, c'est Singapour. Alors j'y étais envoyé d'abord par un journal d'architecture italien, il Giornale dell'Architettura, pour les 50 ans de l'institution locale de logement social. Vous savez que Singapour est un exemple de politique nationale de logement social par accession à la propriété, prêts subventionnés, etc. Et donc j'étais allé assister à diverses manifestations à ce moment-là. Ensuite, j'ai été envoyé dans un programme de recherche sur la ville durable, et où j'avais une entrée qui était un petit peu débusquer l'imposture de Singapour ville durable, c'est-à-dire, et j'en étais revenu en disant c'est vert mais c'est pas durable. Unsustainably green, c'était le titre de l'article que je préparais sur cette ville. Et puis, je me disais, Singapour, c'est aussi une de ces villes sur lesquelles on a des jugements extrêmement forts sur l'aspect factice. Vous parlez avec n'importe qui, ah oui, mais Singapour, j'ai fait que passer sur le chemin de la Malaisie ou de l'Indonésie ou de l'Australie, et là-bas c'est tout faux, c'est un shopping mall à ciel ouvert, vous ne pouvez pas manger du chewing-gum, c'est interdit, c'est une société autoritaire, etc. Et en même temps, connaissant de plus en plus les collègues, parlant de plus en plus avec les gens, enseignant régulièrement dans les universités là-bas, je me disais, mais c'est quand même sévère avec ces gens, ils ont une vraie vie là. Et comment se fait-il qu'il y ait cette perception de cette ville? C'est dû aussi à la planification ultra centralisée. Vous savez qu'à Singapour, le Parlement, qui est un Parlement au pouvoir démocratique encadré, dans un régime relativement autoritaire, le Parlement vote une loi qui décide combien de nouveaux habitants on va accepter. Et ce nombre détermine tous les secteurs de la vie urbaine. C'est-à-dire qu'à chaque habitant est affecté un coefficient de nombre de mètres de rails de métro, de nombre de mètres carrés de logement social, de nombre de mètres carrés de crèches, de nombre d'emplois d'instituteurs, et il y a une planification totale de la vie urbaine à partir de ça. Donc à la fois c'est super efficace, en même temps c'est un peu angoissant. Et donc voilà, quelle est la vraie vie là dans ce cadre qui avec en plus une dimension de contrôle social extrêmement fort. Surtout que le parti qui n'est plus unique mais qui est dominant a un fort appareil de contrôle social. En gros, les concierges savent qui vous êtes, qui vous recevez, où vous allez. Sur votre lieu de travail, il y a toujours un correspondant de ce qu'on appelle les men in white, c'est-à-dire ces gens de la technocratie du parti ex-unique qui trustent les postes de confiance. Et donc là, où est cette vraie vie? Et je l'ai trouvé, pour le cadre de ces recherches, dans un cimetière chinois qui s'appelle Bukit Brown, qui est un cimetière qui date des années 1840. C'est là qu'ont été enterrés les premiers migrants chinois. Le cimetière a été ouvert jusque dans les années 70, je crois qu'il a fermé en 71. Et il est à la fois presque abandonné, c'est un parc, et contrairement aux autres parcs de Singapour qui sont ultra paysagers, où le vert est ultra planifié, contrôlé, où la nature est soumise, c'est un vert où la nature est soumise à l'ordre humain, on est prêt à construire un polder pour faire un parc. Vous voyez cette force de domination de l'homme sur la nature. Là, tout à coup, ce cimetière chinois
c'est un espace naturel, désordonné, de promenade, avec une dimension émotionnelle forte. Et lorsque, il y a 3 ans, arrive un projet de route qui traverse ce cimetière, projet fait par cette institution de planification, c'est la Urban Redevelopment Agency, cette institution de planification, on va faire du logement social de l'autre côté, ça va faire un flux de voitures de temps, ça va faire tant de bus par jour, donc je fais tant de kilomètres de route. Et là, dans cette société où on s'y attend le moins, éclot un mouvement social qui mêle amour de la nature, redécouverte des racines. Ah, mais c'est là qu'est enterré mon arrière-grand-père, dont je ne connaissais pas l'existence. Et mobilisation. Et j'ai suivi ces groupes se mobilisant. Et j'ai essayé d'en voir la sociologie, les mécanismes de mobilisation, et j'ai trouvé que c'était l'expression, dans cette ville où on a tendance à dire que tout est faux, que c'était l'expression tout à coup du surgissement de cette vraie vie autour de cette défense du cimetière de Bukit Brown. D'ailleurs, la mobilisation, c'est une des premières fois, a eu un impact. Au départ, 8000 tombes devaient être détruites et le gouvernement a revu son projet. On est maintenant à 3200 tombes détruites et la mobilisation continue. Et j'essaye de suivre un petit peu ces gens et aussi par là d'analyser un lien plus complexe. Là, ça met aussi de la médiation parce qu'il y a le même type de combat sur des jardins communautaires. Et là encore, le jardin communautaire, c'est ce petit lopin d'espace hors de cette planification totalement mécanique. Et j'essaye de trouver les interstices où fonctionne cette vraie vie, qui est aussi une manière d'analyser différemment les processus décisionnels. Même en contexte autoritaire, il y a parfois une conscience civique qui parvient à faire une petite voie de médiation. Pour Bukit Brown, la rencontre décisive pour moi était avec ce jeune réalisateur de films documentaires qui a fait dans un lieu de l'art alternatif à Singapour. Et déjà là, art alternatif à Singapour, déjà là, c'est un peu de vraie vie, qui s'appelle la Substation. C'est une ancienne centrale électrique ou un ancien transformateur électrique. Ce jeune réalisateur a fait le documentaire qui a accompagné cette prise de conscience civique, s'appelle Finding Bukit Brown. Et donc après avoir assisté à cette soirée dans la Substation, j'ai pris rendez-vous avec lui, on a discuté. Je me suis rendu compte que c'est quelqu'un qui est intégré dans des réseaux sociaux de mobilisation forts, mais qui en même temps a une carrière qui ne le marginalise pas. Il est fonctionnaire du service des parcs. Et donc il est dans cet appareil, il a cette liberté, somme toute, une expression encadrée, mais il n'a pas perdu son poste, vous voyez. Et j'essaye de suivre un petit peu ces parcours d'une vraie vie qui s'instille dans ces interstices. Et j'essayais de faire, et j'accélère un petit peu pour la fin, mais j'essayais un peu de faire ça aussi dans la fausse ville des fausses villes, Dubaï. Et là aussi, j'ai mis du temps à trouver, c'est quand même la ségrégation totale, c'est quand même l'argent, c'est quand même vous rentrez où vous voulez en montrant votre carte American Express, c'est une société factice où des gens vivent dans des hôtels et les autres dans des camps. Quelle est cette urbanité ? Et je l'ai rencontré un soir dans un restaurant d'une chaîne allemande de nourriture italianisante qui s'appelle Vapiano. Et dans ce Vapiano, je me suis mis à discuter avec le personnel. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il existait une jeunesse qui ne rentrait pas dans ce cadre.
voilà, des serveuses kenyanes qui avaient loué ensemble un appartement et presque constitué une sorte de végué à la berlinoise, de communauté de vie, de jeunes salariés, d'étudiants, etc. Et que le milieu social qu'il y avait derrière était plus compliqué que l'image qu'on avait de cette ville. Et je me suis dit, tiens là, est-ce qu'il n'y a pas un petit interstice de vraie vie dans cette ville? Et pour le vérifier un petit peu par l'absurde, je suis allé ensuite dans le lieu les pires de Dubaï, qui sont dans l'émirat voisin, qui s'appelle Sharjah, où là, il y a les camps des travailleurs. Vous savez que la plupart des travailleurs du secteur du bâtiment à Dubaï sont des Indiens, des Pakistanais ou des gens du Bangladesh qui viennent en contrat de travail, qui ont des droits extrêmement limités, leurs passeports sont confisqués. Voilà, c'est quand même un peu le contraire de l'urbanité. En plus, ils vivent dans des villes, parce que certains de ces camps de travailleurs, ou camps pour le logement des travailleurs, sont pour 30 000, 45 000 personnes. Ils sont construits clé en main par des sociétés chinoises ou turques. Et là aussi, j'ai essayé de parler avec... alors les Chinois, j'ai pas trop réussi, avec certains de ces entrepreneurs turcs qui proposent ces villes dans le désert clé en main pour loger vos travailleurs. Je lisais la pub dans le journal le matin à l'hôtel, et puis j'essayais d'appeler ces gens. Et alors la vie de ces travailleurs, c'est le contraire de l'urbanité. Ils sont pris à 4 heures du matin à la porte du camp, et le soir, on les ramène en bus, et ils ne sont pas dans la ville le soir, vous les voyez pas. Mais en même temps, si vous allez le soir dans ces camps de travailleurs, s'y développe une vie, s'y développe un commerce. Et tout à coup, le camp dans le désert, c'est une ville, parce que certains d'entre eux arrêtent de travailler dans le bâtiment et se mettent à être au service des autres, à monter des petites échoppes. Il y a tout à coup une diversification de la société. Alors on reste dans la ségrégation violente. Mais là encore, peut-on analyser sans prendre en compte la dimension vécue de ces gens? Et comment comprendre le fonctionnement de cette ville sans s'intéresser à la sociologie de ces endroits et à l'anthropologie du surgissement d'une urbanité paradoxale? Et c'est un petit peu le fil rouge que j'ai tenté de suivre dans ces endroits. Un autre endroit où j'ai tenté de le faire, c'est Kawasaki, car là aussi j'y étais envoyé par le centre de recherche pour lequel je travaillais pour analyser la ville durable. En gros, Kawasaki, c'est le lieu où a été théorisé dès les années 1970, quelque chose qui est prometteur aujourd'hui et sur lequel on discute aujourd'hui beaucoup, c'est-à-dire la symbiose entre réseaux de services, d'infrastructures, services urbains. Et à Kawasaki, ça a été fait d'une manière originale, qui était de considérer la ville comme une industrie comme une autre, productrice de déchets comme n'importe quelle industrie. Et du coup, la symbiose urbaine, qui est aujourd'hui si à la mode lorsqu'on discute de la ville durable, la symbiose urbaine a été conçue à Kawasaki selon les termes de l'écologie industrielle. Mais en gros, j'allais là-bas faire cet article un peu rébarbatif pour l'école dans laquelle je travaillais jusqu'à quelques mois. En même temps, c'est quand même pas toute ma vie, et je me baladais aussi dans la ville, et il y a un endroit qui m'a beaucoup intéressé, c'est le centre-ville de Kawasaki, autour de la gare. Voilà, c'est une gare de banlieusards, et vous avez des flux et des flux de banlieusards qui montent et descendent des trains, et en parlant avec les urbanistes municipaux, je me suis rendu compte qu'un des gros enjeux pour eux, c'était de donner vie à ce centre. D'autant plus que c'était un centre en pleine déshérence post-industrielle, puisqu'une grosse usine Toshiba avait fermé dans ce lieu. Et là, on est dans le faux de chez le faux. Le choix de ces urbanistes municipaux, c'est une image de la Méditerranée.
C'est une sorte de rédemption méditerranéenne pour la rénovation urbaine en contexte post-industriel japonais. Et là, vous dites, voilà, alors j'ai lu des livres sur le poste, de chez Poste, du Poste, mais là, c'est fort. Et on est carrément dans la fausse ville. Et ils ont fait appel à deux architectes qui ne sont pas les plus fins de la profession, mais qui en même temps ont un certain succès international. Il y en a un, c'est John Gerd, et l'autre, c'est Ricardo Bofill. Alors, John Gerd, vous le connaissez sans doute, c'est celui qui a construit le Mall of America, le deuxième plus grand shopping mall du continent nord-américain. C'est celui qui a construit le casino Bellagio à Las Vegas. Et là, je reviens à Las Vegas. J'ai peut-être mon fil théorique pour y revenir. Ricardo Bofill, je ne vais pas refaire sa carrière. En même temps, Ricardo Bofill, en Italie en ce moment, pour ceux qui lisent la presse italienne, c'est l'homme de l'ecomostro. C'est-à-dire, en italien, un ecomostro, c'est un monstre écologique construit sur le littoral. Et donc, en gros, nous, Méditerranéens, nous percevons Bofill comme un barbare. C'est quand même l'architecte qui défigure ce paysage. Et si vous parlez à n'importe quel architecte italien un peu sensible, il va vous dire Bofill, l'ecomostro. Et c'est ce croissant-là, The Crescent, à Salerne, qui alimente les débats. Mais en plus, bon, les phases précédentes de sa carrière sont aussi riches en controverse. Vous avez là le Mall of America de John Gerd. Alors John Gerd, il a raffiné aussi parce que lui, il est dans l'expérience vécue. C'est-à-dire qu'il vous fait un bout de ville scénarisé. Donc on est dans le centre commercial parc d'attractions. Donc là encore, c'est doublement faux dans cette perception de la ville. Et ce centre commercial parc d'attractions, ça donne du coup à Kawasaki, d'un côté de la gare, la Zona de Ricardo Bofill, centre commercial attenant à la gare, organisé autour d'une place à la méditerranéenne, et de l'autre côté, vous avez la Cittadella de John Gerd, qui est un village toscan, couleur terre de Sienne, dans lequel, en plein centre-ville de Kawasaki, vous avez des commerces, des bars, des restaurants. Vous avez une chapelle pour les mariages, au sommet d'une rue pavée qui monte sur une fausse colline. Et vous avez là, le samedi, les mariages. Et la mariée, à la Toscane, jette du riz devant la chapelle. Donc on est dans cet urbanisme et cette architecture de l'expérience et de l'entertainment. Donc voilà, le premier impact, il est quand même un peu rude. Et puis au bout d'une semaine dans cette ville, alors moi je passais la journée dans les bureaux des urbanistes municipaux ou des gens des réseaux techniques à rien comprendre à ce qu'ils me disaient. J'allais dans les zones industrielles à essayer de voir comment les industriels recyclaient leurs déchets par rapport au métabolisme urbain. Et puis le soir, j'étais, en plus grâce au décalage horaire, on se couche pas tôt quand on est au Japon, j'étais dans ces lieux parce que mon hôtel était juste au-dessus de la gare. Et je les ai vus vivre et je me suis dit, non mais là, ça marche, il y a une vraie vie dans ces lieux. Il y a des vrais petits jeunes qui viennent flirter dans la zona. Il y a un vrai grand-père qui vient offrir une glace à son petit-fils dans la zona. Et puis à la Cittadella, dans le faux bar italien, eh ben, il y a des vrais amis qui discutent. Et puis le pari est assez réussi, le commerce est florissant. Et sur ce flot de millions de travailleurs pendulaires qui vont à Tokyo, qui reviennent de Tokyo, qui est à 30 km de là, eh bien vous avez un pourcentage significatif qui s'arrête et qui fait que cette ville n'est plus qu'une banlieue dortoir. Ces gens s'arrêtent au restaurant, au centre-ville, et le pari de l'urbanité à la méditerranéenne, quelque part, prend. Et je tenais là un autre
à mon sens, de ces lieux, de l'urbanité de la fausse ville. Alors avec en plus la fête traditionnelle d'Halloween, dans ce lieu super méditerranéen. C'est aussi le lieu où on fait la Gay Pride à la japonaise. Vous voyez, il y a tout un usage de l'espace public qui donne une certaine dimension de vraie vie paradoxale à ces lieux. Et le dernier, parce que je savais que le temps m'était compté, le dernier de ces lieux, où là c'était plus troublant pour moi, c'est une chaîne de bars mozzarella. Et déjà, quand ça a surgi en Italie, c'était un concept nouveau, mozzarella bar, qui s'appelle Obica. Alors, vous avez vu ma tendresse pour les chaînes, puisque d'ailleurs éprouvé le premier jour où je suis arrivé à Strasbourg, puisque en bon allemand, j'ai tout de suite trouvé chez Vapiano un repère dans cette ville. Et le premier soir, je me suis dit, c'est bon, je peux travailler ici. Et donc, là, pareil, en face du musée national à Tokyo, décalage horaire, c'est dur le matin, etc. Cette chaîne dans laquelle en Italie, mais jamais je serais allé, cette chaîne d'Obica, je confesse y être allé prendre un café, et en plus m'y être senti bien. J'ai discuté longuement avec le vrai barman italien, qui m'a réoffert un autre café, et puis un autre café. Je suis resté une bonne heure, et il se passait quelque chose. Et donc là, bon voilà, c'est de l'italianité exportée, c'est un concept tout fait, c'est une sorte de Starbucks. Ok, et puis ce truc mozzarella et le café, ok, si tu le vends, tant mieux. Mais là, le choc, ça a été l'inverse. C'est qu'en rentrant à Rome, qui est quand même le lieu où je me sens chez moi, le choc, c'est que mon bar, le bar historique dans lequel j'étais chez moi, ce bar était devenu Obica. Et là, j'ai eu envie de pleurer. Mais c'est pas possible. Ce lieu, qui était la Vineria Reggio, du nom de mon ami Monsieur Reggio, que vous voyez sur la photo là-haut, sur la place de Campo dei Fiori, il partait à la retraite, il m'en a pas parlé. Pendant plusieurs mois, je ne suis pas allé à Rome, je ne sais pas ce que je faisais ailleurs. Vous voyez sur la photo là, que j'ai trouvée sur Internet, elle n'est pas de moi. La Vineria, sur la gauche, d'abord Obica a racheté le bar à droite, et puis la petite Vineria, qui était mon bar, juste à côté, là vous le voyez, c'est déjà détruit. Et puis quelques semaines plus tard, ça y est, c'est une annexe d'Obica. Et moi j'arrive, et je pleure. Et là je me dis, ça c'est quand même peut-être la limite de mon projet de vraie vie des fausses villes, c'est quand il y a dans le vrai endroit le faux qui arrive. Et puis, voilà, je voulais voir, je suis rentré. Et puis, un des serveurs, qui est un Péruvien, qui travaille là depuis 20 ans, qui me connaît depuis 20 ans, a été repris par la chaîne et m'accueille comme si rien n'avait changé. Et du coup, je ne pouvais pas partir. Et quoi? Et maintenant, à Rome, je vais boire mon café chez Obica. C'est pas possible. Et donc, voilà, c'était un peu la fin de la boucle. Et en même temps, voilà, il y a une logique. Il n'y a que moi qui croyais encore que Campo dei Fiori, c'était la vraie vie. Campo dei Fiori, les vrais gens, ils n'ont pas le droit d'y aller, puisque c'est interdit de venir au centre-ville en voiture. Et donc, soit vous prenez un bus complètement défoncé, soit vous prenez votre Vespa, et c'est pas toujours possible le soir, sous la pluie, la nuit. Et donc, c'est que pour les bobos, c'est que pour les touristes, c'est que pour les trois intellos du milieu de l'architecture qui sont dans le quartier. Mais il n'y avait plus de vraie vie. Somme toute, c'est qu'une mise à zéro des compteurs. Et c'est un peu ce moment où, malgré tout, arrive quand même une sorte de vraie vie dans cet endroit. Et c'est là que je me dis, parce que le temps a passé, est-ce que je suis déjà prêt à faire une conclusion théorique?
Parce que, d'une part, le boulot qu'on m'a donné dans cette école, il y a le mot théorie, je crois, dans l'intitulé, donc j'essaye d'être à la hauteur, là. Et alors, il y a d'abord la démarche de recherche que j'essayais de m'inventer de manière, vous voyez là, bricolée, pragmatique. C'est l'intuition. Quel peut être le statut de l'intuition dans une recherche? Quel peut être le statut de cette émotion urbaine, de cette connivence avec des gens avec lesquels j'ai vécu, j'ai travaillé, que j'ai rencontrés dans des endroits différents? Comment faire de ça un vrai livre, du coup? Et quelle est la légitimité de celui qui écrit, au-delà de l'anecdote? Puis il y a le contenu. Alors encore une fois, ce positionnement contre cette croyance d'une adéquation entre la forme, la sémiotique, ce que dit le bâtiment, la ville, etc., et puis le fonctionnement, avec un positionnement théorique qui est celui d'insister sur l'interstice, l'entre-deux, le négocier, l'accommoder, le clandestin, un petit peu. Et puis je crois que l'autre positionnement qui sera le mien dans ce projet, c'est celui d'une priorité au parcours humain dans la construction de l'urbanité. C'est une vision d'anthropologie historique et d'anthropologie tout court, si possible, de ce qui fait qu'un bout de ville minérale ou un bout de bâtiment minéral a une épaisseur sociale. Et surtout, c'est pas seulement la magie de l'italianité. Voilà, ton café, c'est tout faux, mais je t'ai reconnu, c'est ton café. C'est aussi quels sont les processus de gouvernance, de planification, de mobilisation civique, d'éducation, qui rendent cette urbanité possible. Et pour le chercheur, je pense que c'est une des voies importantes de l'exploration, cette construction sociale d'une urbanité à la rencontre d'une forme et de la société. Et je crois que c'est là-dessus que je vais conclure. Alors pardon, j'ai un petit peu dépassé le temps qui m'était... Mais j'espère... Je ne sais pas si certains veulent réagir peut-être, être scandalisés par cette attitude. Je me demande, Denis, si tu n'as pas intérêt à t'intéresser à Europa Park. Ouais. Ouais. Ça me paraîtrait assez intéressant. Ouais. Parce qu'il se produit aussi ce type de... Peut-être, en fait, Ouais. d'intuition. Ouais, ouais. Alors, il y a un autre endroit qui me fait penser à ça, c'est Tropical Island, près de Berlin, où dans les années 90, ça a eu... Et ça a été mon premier article pour le Giornale dell'Architettura, pour le premier numéro. Dans les années 90, il y a eu le projet de remonter une société de Zeppelin. Vous savez, c'est dirigeable. Et donc, on a construit le plus grand hangar du monde, qui était pour abriter ces nouveaux Zeppelins pour des transports intercontinentaux par dirigeable. Et ce projet d'ingénierie allemande, et même de renaissance d'une ingénierie allemande de l'aéronautique dans le secteur des dirigeables, a échoué rapidement. Et c'était sur une ancienne base soviétique, près de Berlin, à 50 km au sud de Berlin, et à proximité. Donc il y avait tout, il y avait les pistes de l'aéroport, etc. Et donc il y a cet énorme hangar, c'est un des plus grands bâtiments du monde. C'est, je crois, plus grand que le Pentagone à Washington. Et après des années d'errance et d'abandon, le Land du Brandenburg a confié ce lieu à un investisseur malaisien qui, avec des pétrodollars et en brûlant du pétrole aussi, a décidé d'y faire une île tropicale. Et donc c'est Tropical Island, ou My Tropical Island. Et donc on chauffe ce hangar
C'est énorme, hein. Ça n'a rien à voir avec les parcs d'attractions qu'on peut avoir près de Paris. On chauffe ce hangar à 28 degrés, et vous imaginez là. On organise des voyages d'autocars depuis la Pologne, la Tchéquie, toute l'Allemagne pour le remplir. Et dedans, il y a un immense camping, il y a des hôtels, il y a des boîtes de nuit, et une immense plage tropicale. Et voilà, il y a un peu de ça. Là-dedans, parce que d'abord, j'y suis allé sous prétexte de reportage pour Il Giornale dell'Architettura. Et puis comme j'ai eu le malheur d'y aller avec les enfants pour ce reportage, et maintenant il faut y retourner régulièrement. Et là aussi, c'est magique. Là, c'est un peu comme Carthageland. Il y a des scènes d'anthologie à chaque fois. La dernière étant, il y a quelques mois, le débarquement dans ce Tropical Islands de 5 autocars de réfugiés syriens que le gouvernement allemand, qui les avait à peine accueillis et logés dans une ancienne base militaire à proximité de là, auquel le gouvernement allemand avait offert une journée à My Tropical Island. Et là, vous aviez le choc culturel le plus fort. Ces gens qui sortaient du traumatisme de la guerre civile et qui se retrouvaient dans ce lieu balnéaire, décadent, et donc 5 autocars, ça fait du monde, hein. Et puis tout à coup, comment ces gens se disent « Ah ouais, mais au moins il fait chaud ici », et puis comment « Ah bah tiens, on va s'installer au bar », etc. Et donc oui, c'est des lieux où il y a des scènes d'anthologie comme ça, souvent, de même que le rapport entre transfrontaliers, puisqu'on est à côté de la frontière polonaise, et donc comment les enfants allemands interagissent avec les enfants polonais d'une manière différente de ce qui se passe. Donc oui, je pense que c'est des lieux extrêmement intéressants. Après, c'est pas une ville, je sais pas comment, mais oui, dans cette dimension, c'est intéressant. Disons que c'est un peu rude pour les architectes, c'est ce que j'allais dire. Moi j'avais une question, ça rejoint la Daniel, parce que finalement par rapport à l'enseignement du projet, j'imagine que ça bouscule un peu certains repères. J'aimerais bien, je sais pas, justement Daniel qui enseigne le projet, à nos enseignants déjà, c'est Guy. Le contexte, l'analyse, voilà, on sent qu'il y a une espèce de critique ou même d'ironie finalement sur la capacité de l'architecte à essayer de construire son projet en étant fidèle, ou authentique, ou cohérent. Ça bouscule tout. Non, Ça donne plus de liberté. Moi, oui. Ça bouscule un peu tous les... Non, je pense que ça bouscule une idée romantique du travail. Ça bouscule l'idée qu'on se fait peut-être d'un marché du travail aussi. En même temps, à chaque fois, là, on est face au travail d'architectes de renom, en quelque sorte, contre lesquels on aurait tendance à se positionner dans notre enseignement. Et moi, le premier. Bofill, ça fait 20 ans que je dis du mal de lui. John Jerd, pareil. Vous voyez, c'est Rebecchini à Rome, c'est celui qui a trahi, qui allait travailler avec les sociétés immobilières des spéculateurs. Mais je crois qu'il y a un devoir de s'intéresser aussi à la ville telle qu'elle se fait et au processus urbain tel qu'il se déroule, et essayer de comprendre à quel moment se passe quelque chose de crucial. Et je crois qu'après, quand la vie prend, on n'est pas que dans le rattrapage. C'est bien, c'est pas que vous pouvez faire n'importe quel truc dégueulasse, de toute façon la magie de l'urbanité va prendre. Non, c'est dans ce contexte dont nous nions la légitimité esthétique, historique, patrimoniale, etc., il y a quand même un vrai processus social intéressant qui se passe. Et du coup, ça invite à repositionner le jugement esthétique, mais ça ne le disqualifie pas.
Et de même pour l'enseignement. Voilà. Après, quel peut être le positionnement de projet dans un contexte culturel comme celui-là? Mais moi, je crois qu'il faut le regarder en face. Voilà, il y a ces lieux et on ne peut pas continuer à avoir un regard caricatural sur ces lieux en niant la dimension de substance humaine et sociale. Il se passe des choses intéressantes, essayez de comprendre lesquelles elles sont, pour réintroduire, nous, un autre positionnement historique, esthétique, patrimonial, de processus de dessin, de planification, de pensée sur la ville. Mais moi, ce que je trouve important, c'est de déconstruire notre propre posture de dédain. Parce que du coup, sinon, on ne travaille qu'avec des gens avec lesquels on a déjà la connivence. Et on ne convainc que ceux qui ont déjà la connivence, qui sont déjà dans cette sphère-là, qui est à la fois une sphère sociale. C'est la même chose que pour Campo de' Fiori. Voilà, je m'y retrouve avec mes amis architectes romains, bobos, qui ont un appartement au centre-ville, et il n'y a que nous qui croyons que c'est la vraie vie. Et là, je pense que pour l'enseignement de l'architecture, il y a un petit peu ça. Ça rejoint la position aussi de la ville générique de Colas, c'est-à-dire qui observe les qualités de la ville sans qualité, ouais. Et de John Space. Oui. Alors, c'est un des pas du retour théorique que j'essaye de faire. En même temps, je n'ai pas un discours tout prêt là-dessus, parce que en fait, la prise de position que je n'ai pas déterminée par rapport à Colas, c'est entre ce qu'il écrit et ce qu'il fait. Non, et où je mets mon petit interstice là. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il y a l'interstice et que ça constituera une des conclusions du truc. L'autre retour, c'est sur Las Vegas. Et donc ce learning du learning from Las Vegas. Oui. J'avais une question peut-être un peu plus personnelle qui est au regard de votre expérience là, qu'est-ce qui vous a poussé à venir à Strasbourg? Qu'est-ce que vous attendez de cette ville? Alors, pour être très pragmatique, la première chose qui m'a poussé, c'est que je cherchais du travail et que j'en ai trouvé ici, dans un très bel endroit, à faire exactement le boulot que j'avais envie de faire. Et donc, il y avait une offre d'emploi ici qui était exactement celle qui me... Voilà. Donc, disons que là, il y a une dimension très pragmatique de pourquoi je suis venu. Après, il y a aussi... Pourquoi est-ce qu'il y a eu cette correspondance? C'est que... Voilà, j'ai travaillé entre France, Italie, Allemagne, et notre collègue Barbara en est l'illustration, dans une école où il y a un petit peu ces trois paradigmes. Il y a une théorisation de l'enseignement de l'architecture qui est assez proche d'une influence italienne. Il y a ce tropisme allemand et cet horizon d'attente assez fort. Et puis il y a cette école d'architecture à la française. Donc disons qu'à un moment, j'ai été ce personnage-là au milieu de ça. Vous avez défini en particulier les microcosmes que vous avez voulu analyser, observer, et vous avez terminé finalement sur un phénomène qui est apparu à un endroit où vous n'y attendiez pas. Est-ce que vous pensez que c'est le signe qu'on est condamné à les voir apparaître partout, que finalement ce microcosme n'est plus un lieu particulier mais qui va se généraliser? Et est-ce qu'on est condamné à vivre avec ça, vous pensez, ou on aura peut-être une chance de revoir un jour de l'authenticité dans nos villes? Alors là, moi, je vois plusieurs dimensions. Je crois qu'on est condamné à essayer de comprendre ce qui se passe et qu'on ne peut pas rester sur nos postures de dire « moi, j'ai une culture différente et ça ne m'intéresse pas ». Donc je pense qu'on est condamné à comprendre ces logiques-là. Après, je crois qu'on est condamné à une autre chose, c'est à nuancer notre propre concept d'authenticité.
et avoir là-dessus une approche historique et d'étudier la construction historique de ce concept jusqu'à la conférence de Nara en 1994, dans laquelle l'UNESCO a énoncé en partie ce type de concept, jusqu'à l'autisme actuel qu'illustre le cas de Dresde dans la reconceptualisation de l'authenticité après l'échec du passage de Dresde dans l'UNESCO. Et là, ça appelait une nouvelle réflexion sur le concept qui n'a pas eu lieu. Moi, j'ai participé à un colloque de l'ICOMOS, qui est un peu cette instance parallèle au classement UNESCO, qui devait repenser l'authenticité. C'était il y a 3-4 ans. Et en ouverture du colloque, il y a le directeur de cette section du patrimoine mondial à l'UNESCO qui dit merci de l'invitation, mais de toute façon, on a déjà écrit le futur texte. Et donc, mais bon colloque, bonne réflexion. Et donc, vous voyez, on était dans une non-communication totale. Donc je pense que oui, il y a une nécessité de repenser l'authenticité et une nécessité d'affronter la réalité telle qu'elle est. Après, le reste, non, on n'est obligé à rien. Et je pense que nos propres idées, on doit les réélaborer face à cette lucidité-là. C'est l'obica de Campo dei Fiori, c'est-à-dire le faux est au centre. Mais est-ce qu'il y a encore des logements? Il y a des bureaux, il y a des sièges sociaux, ce sont des hôtels, enfin des grands alignements haussmanniens, et il n'y a plus personne qui habite là-bas. Donc, oui, ça va, on va être obligé de repenser. On est des, comment ça s'appelle, on est des, comment ça s'appelle, des Bernard Lermite. La ville change et on récupère des vieilles coquilles et on la réhabite différemment. C'est forcé. On est connecté, on a Internet, on a des wifi, t'as du wifi, t'as du réseau, t'as pas de réseau. Je veux dire, voilà, c'est ça notre vie. Et au Moyen-Âge, ils s'en foutaient d'avoir ou pas du réseau. Alors, ouais. En même temps, par rapport à... Alors, c'est plus que l'usage, à mon sens. C'est aussi le lien entre ce que j'ai appelé un investissement civique et une forme construite. Et comment cette forme construite est le résultat de diverses couches d'investissement civique et à chaque fois réinterprétée par un rapport différent qui est lié à cette sphère. Et c'est dans ce moment-là, à mon sens, qu'il y a une chance d'avoir une authenticité plus complexe que la simple continuité moléculaire de la construction. Et c'est en ce sens-là qu'il y a une sorte de demande ou d'invitation là à repenser l'authenticité, mais ça ne veut pas dire en détacher totalement la forme juste d'un usage, et du moment qu'il y a usage, c'est vrai. Mais c'est d'essayer de comprendre le mécanisme qu'il y a entre les deux. Et moi, c'est ce qui m'intéresse. C'est ce moment-là de l'interprétation, de la torsion,
ou au contraire la tension forte dans un contexte adverse, des choses comme ça. C'est un petit peu ça que j'ai tenté d'illustrer. Moi, j'y vois quand même quelque chose d'extrêmement intéressant dans la relation qu'il y a à faire entre les sciences sociales, l'observation in situ, c'est-à-dire ce que les gens vivent, et le projet. Je trouve que là, les architectes ont vraiment du boulot. Enfin, j'en reviens à peut-être ce qui se passe entre le mémoire et le projet. Je trouve que l'architecture est encore un peu en retard sur ce point. Enfin, je ne sais pas si c'est le propre de projet là. Oui, bah justement, en tant que porte de projet, lundi, j'ai été voir le bâtiment de Sana à Lausanne, le Rolex Learning Center, et c'est un concept d'architecte complètement, c'est la ovni, hein, et ça vit super bien. C'est plein, les gosses se vautrent par terre en train de tapoter sur Internet, ils peuvent aller à la bibliothèque, ils peuvent aller... Alors la bibliothèque et le café à côté. Tu dis ça à un chef d'établissement en France, il va dire il va y avoir des tasses de café sur tous mes livres. Ben non, ils ont mis la bibliothèque et la cafétéria à côté, et ça vit super bien. Je veux dire, donc c'est vrai que le fait d'identifier quelque chose de mou dans une pratique d'enseignement et de mettre ça dans une forme, en plus de ça, le bâtiment est magnifique, c'est un ovni. Bah, tu te dis, oui, il y a encore des choses à faire. Et c'est vraiment, au début, il y a eu quand même un travail sur la programmation, un travail de réflexion sur quelque chose qui était en train de se monter, assez innovant. Et puis, alors là, ça crée, il y a de l'urbanité, il y a de la vie. Je veux dire, c'est une forme d'urbanité, on a envie de redevenir étudiant. Moi, je les envie, ces gosses. Voilà. Ouais. Sur le projet, moi je me permets pas, j'ai pas l'expertise de la démarche d'enseignement dans cette matière. En même temps, moi ce que je trouve important, c'est cette perception du lieu qui soit complexe à la fois dans l'histoire, qui soit complexe dans le dialogue et dans la connaissance des gens pour lesquels et avec lesquels on travaille. Et je sais que moi, dans ces lieux, j'ai beaucoup appris des gens que j'ai rencontrés. Et tout à coup, ah ben tiens, il y a un tel, et à Singapour, voilà, j'y suis arrivé pour une recherche très technique, et avec un petit peu ces a priori sur la ville, et de voyage en voyage, je découvrais une société bien plus complexe, qui avait aussi quelque chose à dire sur la ville. Et là, je pense que c'est dans cette dimension que l'enseignant a à apprendre. Je crois qu'on peut conclure peut-être. Merci en tout cas de cette opportunité et de votre écoute.